Alors, ce soir, nous avons une émission qui passionnera certainement bon nombre d'entre vous. C'est sur le scandale des éoliennes. Il y a véritablement un scandale dans les éoliennes et cette construction anarchique que l'on voit un peu partout dans notre territoire français. Nous allons naturellement essayer de discuter sur l'opportunité de construire toutes ces gigantesques structures un peu partout. Par exemple, si vous prenez l'autoroute Paris-Orléans, vous allez en voir des champs d'éoliennes absolument gigantesques, installés un petit peu, on dirait de façon anarchique, à l'intérieur de la Beauce, mais ce n'est pas le seul endroit. Et nous aurons l'occasion de parler plus tard de projets d'installation d'éoliennes. Alors nous recevons Monsieur Jean-Louis Buttré, qui est le président de la Fédération de l'environnement durable, qui regroupe 1059 associations et dont le site, je vous engage à vous y rendre sur Internet, c'est www.environnementdurable en un seul mot.net. Et donc, cette fédération regroupe 1059 associations. Monsieur Jean-Louis Buttré est également l'auteur d'un ouvrage qui a reçu le prix Renaissance 2014. Et cet ouvrage s'intitule L'imposture, sous-titre Pourquoi l'éolien est un danger pour la France. Et c'est édité, si je ne m'abuse, aux éditions du Toucan. Ça a reçu le prix Renaissance 2014. Monsieur Jean-Louis Buttré est chef d'entreprise. Et nous avons une personnalité qui est intervenue assez régulièrement dans les émissions de Radio Courtoisie, qui est Monsieur Christian Gérondeau. Monsieur Christian Gérondeau, polytechnicien, expert dans de très nombreux domaines, en particulier, c'était autrefois Monsieur Sécurité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est intervenu de façon répétée pour la sécurité routière. C'est donc ingénieur de l'école polytechnique et diplômé de l'école nationale des ponts et chaussées. Et en particulier, Monsieur Christian Gérondeau, parmi ses multiples casquettes, est l'auteur des plans du RER parisien, et il est intervenu un peu partout auprès de la Commission de Bruxelles et d'autres mouvements. C'est donc quelqu'un d'une très grande surface. Alors, Monsieur Christian Gérondeau a écrit un très grand nombre de livres. Je ne vais pas les citer tous, je n'en citerai qu'un seul qui est pertinent par rapport à l'émission d'aujourd'hui. C'est Écologie, la fin des illusions, également aux éditions du Toucan. Et dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir par téléphone un professionnel de la pêche. C'est Monsieur Olivier Becquet, qui est le gérant de la coopérative des pêcheurs du Tréport. Le Tréport, c'est un port qui est situé dans la Manche et qui est menacé par des constructions d'éoliennes au large. Nous en parlerons et il lui-même aura l'occasion de développer le point de vue des pêcheurs, des patrons pêcheurs vis-à-vis de ces éoliennes. Alors pour initier le débat, je voudrais un peu voler à M. Gérondeau une de ses idées clés pour décrire les éoliennes qui sont faussement présentées par toutes sortes de lobbies qui cherchent à vendre la construction des éoliennes. Et je vais tout de suite prononcer le mot qu'il ne faut pas, c'est présenté comme des énergies renouvelables. Et ce ne sont pas des énergies renouvelables, ce sont, Monsieur Gérondeau, des énergies intermittentes. Absolument, et je pense qu'on a là une preuve de l'influence de la sémantique sur les décisions qui sont prises non seulement en France, mais je dirais sur toute la planète. Le terme habituellement utilisé pour parler de l'énergie éolienne, c'est de dire que c'est une énergie renouvelable. Et pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, énergie renouvelable, ça veut dire que c'est une énergie continue.
Or, en réalité, la principale caractéristique de l'énergie d'origine éolienne, et c'est d'ailleurs la même chose pour l'électricité d'origine photovoltaïque, c'est que ce sont des sources intermittentes. Mais intermittentes dans des proportions qu'on n'imagine pas. Il faut savoir que si vous prenez le parc français de milliers d'éoliennes qui existent aujourd'hui, la moitié du temps, il ne produit pratiquement rien. Il est à l'arrêt, parce qu'il n'y a pas de vent, ou il y a très peu de vent, et s'il produit quelque chose, c'est extrêmement limité. Donc, nous avons affaire à une source d'électricité qui est intermittente. Et la question, c'est, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand le vent ne souffle pas ? Eh bien, quand le vent ne souffle pas, il faut construire à côté des éoliennes des unités qui, bien entendu, vont produire de l'électricité. C'est ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne a construit un parc gigantesque d'éoliennes. Eh bien, elle est en train de construire à côté des centrales à charbon et à lignite, parce qu'on ne va pas arrêter les usines de Mercedes ou de Volkswagen quand il n'y a pas de vent. Donc, il faut tout en double quand on construit des éoliennes. Et l'expression énergie renouvelable masque l'essentiel, c'est que ce sont des énergies intermittentes sur lesquelles on ne peut pas compter. Alors, je voudrais donner des chiffres pour que les Français se rendent compte de la place actuelle de l'éolienne, des énergies éoliennes et solaires dans la production d'électricité en France. Je cite des chiffres de 2010 qui ont relativement peu évolué depuis cette époque, et je pourrais aller chercher des chiffres de 2012, ils sont à peu près les mêmes. Nous avons en fait en térawattheure. Les térawattheures, c'est une unité gigantesque, mais qui correspond à le térawatt. Vous êtes ingénieur, ça fait combien de kilowatts ? 1000 milliards. Voilà. Donc c'est une unité qui donne... Alors, il y a 428 térawattheures en 2012 d'énergie nucléaire, 62 térawattheures d'énergie thermique, qui est décomposée entre du charbon, du fioul et du gaz. En fait, le charbon fait 19 térawatts, le fioul 8, le gaz 30. Il y a 67 térawattheures d'hydraulique et 12 térawattheures d'énergie éolienne et 0,6 d'énergie solaire. Et dans ces 12 térawattheures d'énergie éolienne, il faut compter l'énergie éolienne lorsque les éoliennes tournent à régime nominal, c'est-à-dire qu'une éolienne individuelle va produire 2 gigawatts, c'est bien cela, il ne faut pas que je me trompe. 2 mégawatts. 2 mégawatts, pardon. 2 mégawatts, excusez-moi. Il ne faut pas se tromper dans l'échelle, donc 2 mégawatts, et cette énergie ne peut être produite que si le vent dépasse 15 km/h, et il faut impérativement arrêter l'éolienne si le vent souffle trop fort, mettons au-delà de 80 km/h. Donc c'est un créneau extrêmement étroit, et en fonction de l'énergie, de la force du vent, l'optimum est atteint lorsque le vent a une vitesse d'environ 40 ou 50 km/h. Non, le rendement maximum, c'est près de 80, c'est-à-dire que c'est 79 km/h. L'éolienne fonctionne à 100% de son rendement, donc à l'équivalent de 2 donc mégawatts. Mettons 80 km/h, et puis au-delà, à 100 km/h, il faut impérativement tout arrêter. Et donc, si vous voulez, bien sûr, on peut prendre toutes les variations entre pas de vent du tout ou un vent trop faible et un vent trop fort. Et entre les deux, eh bien, si l'éolienne fonctionne à 100% de ses capacités, si vous prenez toutes les éoliennes de France fonctionnant à 100% des capacités, vous arrivez à 12 TWh sur 570. Mais il faut savoir que lorsque l'anticyclone recouvre la France, il n'y a pas beaucoup de vent, c'est 0. Et il y a tous les intermédiaires entre 0 et 12. Et le problème, c'est que s'il y a 0, effectivement, il faut qu'il y ait une source d'énergie qui puisse pallier le manque de production des éoliennes. C'est le point essentiel, c'est-à-dire, M. Gérondeau, l'énergie des éoliennes est intermittente. C'est une énergie sur laquelle on ne peut pas compter. Et quand on compare, comme vous venez de le faire, les térawattheures, puisque c'est l'unité que vous avez employée, produits par les éoliennes et les térawattheures produits par le nucléaire, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Parce que
Les térawattheures produits par les nucléaires, on sait, ou d'ailleurs par les centrales à charbon ou à gaz, on sait quand on les produit, on peut compter dessus. Le térawattheure produit par les éoliennes, on ne peut pas compter dessus. Donc il ne vaut rien. Il ne vaut rien puisque à côté, il faut une autre unité de production d'électricité qu'on met en route la plupart du temps parce qu'il n'y a pas assez de vent. Donc c'est ce qui se passe, je le répète, en Allemagne. L'Allemagne est en train d'arrêter le nucléaire, c'est une décision d'ordre politique. Eh bien, l'Allemagne a mis en chantier une vingtaine de centrales à charbon pour remplacer les centrales nucléaires. Et pourtant, ils ont le premier parc d'éoliennes d'Europe, le premier parc de photovoltaïque d'Europe, mais on ne peut pas compter dessus. Le photovoltaïque, ce n'est pas la peine de dire, par exemple, que la nuit, ça ne produit pas grand-chose. Donc, quand ces énergies qui sont intermittentes oblige à tout avoir en double et à doubler la facture. C'est ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne, actuellement, a l'électricité la plus chère d'Europe, peut-être la plus chère du monde, à cause des énergies intermittentes. Alors, on va revenir sur la question des coûts, mais il faut déjà que nous insistions sur un point très particulier de l'électricité. L'électricité ne se stocke pas, ou elle se stocke de façon, je dirais, infinitésimale. Ce qu'on a trouvé de mieux pour stocker l'électricité, ce sont des barrages hydroélectriques. Dans certains cas, on peut arriver à pomper l'eau pour faire remonter le niveau du barrage et on récupère à ce moment-là l'énergie en faisant descendre le niveau du barrage. Mais c'est quelque chose vraiment de très faible et en même temps, si on voulait réellement stocker à grande échelle l'énergie électrique à partir des barrages, il faudrait d'abord être en mesure de pomper de l'eau. Il faudrait d'abord en trouver parce que la plupart des barrages, prenons les barrages pyrénéens par exemple, eh bien ce sont des barrages des lacs de montagne et si vous voulez, ces lacs de montagne sont reliés à des tuyauteries qui descendent 200 mètres plus bas ou plus davantage, qui alimentent des turbines. Et ces turbines ne sont pas réversibles. On ne peut pas arriver à pomper facilement de l'eau. Et il faudrait d'abord qu'il y ait aussi un lac qui serait à la fois en haut et en bas pour pouvoir faire un va-et-vient. Donc c'est quelque chose qui est vraiment anecdotique. Et à part cela, eh bien, les gens qui ne connaissent pas ce principe, on aurait tendance à dire, mais on pourrait imaginer des batteries, des choses. C'est impossible. On ne peut pas stocker l'électricité à grande échelle. Donc on ne peut pas, soit elle est produite, soit on arrête et il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Alors d'autre part, on ne peut pas échanger l'électricité. C'est-à-dire que les gens s'imaginent que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, eh bien, pourraient servir de zone d'échange. C'est-à-dire que lorsqu'on produit de l'électricité en France, on devrait pouvoir vendre cette électricité en Allemagne et récupérer l'électricité en Allemagne de façon symétrique en espérant que les moments où il y a des pics de consommation seraient décalés dans le temps. C'est une situation absolument idéale. Alors là, j'ai pris en fait simplement les chiffres. Alors j'ai parlé de térawatts. Mais quels sont les chiffres que l'on peut échanger entre France et Allemagne? Alors là, on change d'échelle. On passe du térawatt au gigawatt. C'est-à-dire on divise par 1000. C'est donc 4,5 gigawatts entre la France et l'Allemagne. Entre la France et l'Espagne, 1,4 gigawatts. Ça représente le maximum de puissance échangeable par les réseaux actuels. L'Italie, c'est 3 gigawatts. La Belgique, c'est 3,8 gigawatts. De façon intéressante, la Belgique est un endroit où l'on peut échanger davantage d'électricité qu'avec l'Italie, tout simplement parce qu'il y a les Alpes qui nous séparent de l'Italie. Le Royaume-Uni, c'est 2 gigawatts. La Suisse, c'est peut-être le plus richement loti, 4,3 gigawatts, c'est-à-dire qu'on peut échanger de l'électricité avec la Suisse autant qu'en Allemagne. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ligne qui traverse facilement les obstacles naturels comme le Rhin. Ce qui veut dire qu'en fait, contrairement à des idées qui traînent dans la presse et dans les médias, le marché de l'électricité en Europe est un marché captif. C'est-à-dire toute l'électricité qui est produite en France ne sera consommée qu'en France. Toute l'électricité qui est produite en Allemagne ne sera consommée qu'en Allemagne, à
un très petit pourcentage près, c'est-à-dire de l'ordre de 1 millième de la consommation. Et ce point est très important parce que ça veut dire que si, par exemple, un champ d'éoliennes se met à produire en France, il faut impérativement que le courant soit consommé en France. Et s'il s'arrête de produire, il faut qu'il y ait des centrales en France qui produisent la différence pour que simplement les lumières ne s'éteignent pas. Alors je ne parle pas seulement des lumières, mais je parle des réfrigérateurs, des congélateurs et de toutes les installations industrielles. Donc le vrai problème de l'éolien, c'est que c'est une énergie intermittente qui, lorsqu'elle fonctionne, n'est pas stockable et lorsqu'elle ne fonctionne pas, doit être remplacée par une autre énergie. Alors là encore, il y a, Monsieur Gérondeau, vous pourriez peut-être parler aussi des problèmes des énergies de remplacement. Les énergies atomiques, le courant nucléaire, est relativement difficile à mettre en œuvre rapidement. C'est-à-dire, supposons que vous ayez une baisse de vent brutale, eh bien, on ne peut pas d'un seul coup appuyer sur un bouton et faire monter en puissance une centrale nucléaire qui a une certaine inertie. Il faut plusieurs heures avant que la pression monte, parce que c'est un système où, en gros, la réaction thermonucléaire fait chauffer une cuve et, naturellement, qui actionne des turbines. Alors, la seule solution technique qui existe aujourd'hui, ce sont des centrales au gaz ou au charbon ou au fioul. C'est celles qui permettent de réagir le plus rapidement. Mais je vais laisser la parole à Jean-Louis Buttré, parce que je pense que là-dessus, il a beaucoup de choses à dire sur le fait que quand les éoliennes s'arrêtent, il faut une énergie de substitution immédiate qui puisse prendre la place. Monsieur Buttré. Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut qu'on fasse un point de la situation. Les gens voient des éoliennes, ils se demandent combien il y en a, à quoi ça sert. Parce que là, on a parlé de gigawatts, de térawatts, mais vous savez, il y a beaucoup de gens, moi je constate, pour qui ces chiffres, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, où est-ce qu'on en est ? Vous voyez ces énormes machines qui font 150 mètres de haut. Et aujourd'hui, en France, il y en a un peu plus de 5000 qui sont construites. Et si on continue les programmes du Grenelle augmentés par la fameuse loi sur la transition énergétique, on peut aller à 25 000, 30 000, voire beaucoup plus si on continue. Donc déjà, il y a un phénomène, si vous voulez, les gens se rendent compte maintenant que c'est en train d'avoir une emprise énorme sur la France. Alors je vous interromps pour inciter sur les chiffres que vous mentionnez, c'est-à-dire aujourd'hui il y a 5000 éoliennes installées, oui, et on parle d'en installer 6 fois plus. C'est-à-dire... Facile, c'est-à-dire on ne sait pas très bien. Le Grenelle était à peu près clair parce que le Grenelle disait la chose suivante. Il faut aller à 19 000 mégawatts sur Terre et disons à 5000 en mer, ces fameux parcs offshore. Mais aujourd'hui, avec la transition énergétique, ce qui est donné, c'est très très vague. C'est-à-dire qu'on dit on doit passer l'énergie nucléaire de 75 à 50%, mais on ne donne pas derrière ce que va faire et avec quoi. Et c'est un programme totalement ambigu. Et quand on l'analyse, on s'aperçoit que c'est totalement impossible. Mais néanmoins, ce que l'on voit, c'est qu'actuellement, on est en train d'implanter de plus en plus de ces machines. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce sont des machines qui font de l'électricité, comme vous l'avez dit, alternative, qui ne se stocke pas. Donc, l'idée qu'ont les gens, et souvent même au plus haut niveau de l'État, et croyez-moi, j'ai rencontré des personnalités de l'État, et j'ai été très frappé de voir qu'elles ne savaient pas ce que c'était que l'électricité. Pour eux, c'est une notion très, très, très vague. Or, beaucoup pensent que ces éoliennes sont là pour alimenter la maison d'à côté et que cette électricité peut se stocker. Non, elle ne se stocke pas, elle alimente un réseau. Et quand vous dites que ça veut dire aussi qu'il faut que ce réseau soit équilibré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a une consommation, à 6 heures du soir, il faut qu'en face, en France, principalement en France en tous les cas, il y ait la capacité correspondante pour répondre à ça. Or, comme disait Christian, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait des moyens de production fiables. C'est-à-dire, on voulait faire de l'électricité, on branche une centrale thermique, on fait de l'électricité. Tandis que là, on branche dans ce réseau des sources totalement non fiables. Il y a beaucoup de vent et marche à 100%.
Il n'y a pas de vent, elle marche à 0%. Et il faut donc derrière, en effet, réguler. Et ça pose un vrai problème. Et on est obligé de le faire, sans ça, il y a blackout. C'est-à-dire que si ça se déséquilibre, tout tombe par terre. Et c'est la grande crainte que l'on a actuellement. Et ça veut dire qu'il faut raccorder et qu'il faut équilibrer. Et vous disiez, il y a un double investissement. Non, je dirais, il y a un triple investissement. Quand on met des éoliennes, on investit dans une éolienne, on investit dans une centrale thermique derrière, c'est-à-dire à gaz ou à charbon comme en Allemagne, mais on investit aussi dans un réseau électrique. C'est-à-dire on tire des lignes à haute tension. Et je rappelle à ceux qui défendent l'écologie, vous savez, un peu primaire, et qui disent mais les éoliennes c'est bien, c'est pas... Non, ça induit immédiatement des lignes à haute tension et des pylônes. Et pour vous donner un exemple, actuellement, il y a un investissement prévu en France de 4000 km de lignes à haute tension avec les pylônes, pour une somme quand même de 40 milliards, je me demande où on va la trouver, qui sont obligés, compte tenu qu'on met des éoliennes. Et comme en plus ce courant, il n'est pas très stable, il est de mauvaise qualité, qu'on ne sait pas du reste quand on va l'avoir, il faut prévoir ce que les comptes français vont consommer, les ménages. Donc va leur installer ce qu'on appelle des compteurs espions, Linksys, qui sont des compteurs pour essayer d'analyser un peu mieux ce qu'ils consomment. Donc il y a vraiment un espionnage en plus. Donc tout ça, si vous avez mieux, c'est lié à ces fameuses merveilleuses machines que l'on voit, qui, hélas, je dis bien hélas, ont une image qui est totalement fausse. C'est l'image de l'écologie. L'éolienne, c'est quoi? C'est une machine pure, elle est dans l'air est pur, l'air est gratuit, donc l'électricité que l'on fait est gratuite, et c'est totalement mensonger. Une éolienne fait une électricité instable, non prévisible, hors de prix et non écologique. Et quand je dis non écologique, ce que disait Christian, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'exemple allemand, je me rappelle qu'on dit qu'on est en retard sur l'Allemagne, mais il faudrait quand même aller jusqu'au bout des raisonnements. Actuellement, l'Allemagne produit de plus en plus de gaz à effet de serre dû à ses énergies alternatives, l'éolien. Aujourd'hui, l'Allemagne est le plus mauvais au point de vue écologique. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, je voulais insister sur ce point. Il faut que les auditeurs prennent en compte l'idée simple, développée par M. Gérondeau, que l'éolienne, c'est un système intermittent. Ça passe de 0 à la puissance nominale. Voilà. Et si vous voulez, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que dans une période de temps perturbé, eh bien, il peut se faire que les éoliennes tournent à plein régime et s'arrêtent immédiatement à la suite d'une chute de vent. Il faut que le vent souffle de façon continue. Et en pratique, ça veut dire qu'aujourd'hui, soyons plus précis, en 2010, vous avez 12 TWh sur 570 qui ont été produits par les éoliennes. Mais ça veut dire que essentiellement, ça peut être à certaines périodes 0, ça peut être à d'autres périodes 12, et il faut bien que les auditeurs se rendent compte d'une chose très simple, c'est que toute personne qui est abonnée au réseau électrique, c'est pas toujours EDF, mais EDF est le principal fournisseur, eh bien, s'attend à avoir une continuité dans le courant. C'est-à-dire, s'attend à ce que le courant ne soit pas coupé en cas de surcharge. Donc, ça veut dire que les compagnies électriques doivent fournir du courant, même lorsque le vent tombe, lorsqu'il n'y a pas de vent. Et en même temps, c'est encore pire pour le solaire, parce que s'il y a un nuage qui passe devant le soleil, ça s'arrête complètement, ou presque, et la nuit, c'est complètement arrêté. Donc, ça veut dire qu'il faut quelque chose qui puisse très rapidement compenser la baisse de production. Et en fin de compte, même le nucléaire n'est pas capable de faire ça de façon rapide, parce que la montée en puissance du nucléaire et l'arrêt d'une centrale nécessitent des heures. Il est nécessaire d'avoir des centrales thermiques. Les centrales thermiques, c'est du gaz, du charbon ou essentiellement du fuel. Bon, alors ces centrales thermiques ont tous les avantages, excepté un seul, vis-à-vis des écologistes qui, naturellement, sont très intéressés pour les émissions d'oxyde de carbone, de CO2,
qu'ils considèrent comme un gaz à effet de serre propre à augmenter le réchauffement de la planète. Je ne vais pas sortir leurs arguments, mais vis-à-vis de quelqu'un qui pratique cette forme d'écologie, eh bien, c'est la pire des solutions. C'est-à-dire qu'on installe des éoliennes, sachant que par définition, il va falloir être capable de compenser en temps réel l'absence totale de production de ces éoliennes. Alors bon, vous me direz, c'est rare que dans toute la France, il n'y ait pas de vent. Ça arrive s'il y a un anticyclone. Oui. Et de toute façon, ça veut dire que toute la production des éoliennes doit être compensable par une autre source en temps réel. Monsieur Gérondeau. Absolument. Et en réalité, la moitié des heures de l'année, le parc éolien français fonctionne à moins de 20% de sa capacité. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit phénomène isolé, le fait que les éoliennes ne produisent rien. La moitié de l'année, les éoliennes ne produisent pratiquement rien. Alors, vous avez évoqué le cas de l'Allemagne. Je voudrais simplement revenir, parce qu'il y a des côtés que nos auditeurs ne connaissent sûrement pas, sur le cas de l'Allemagne. D'abord, combien ça coûte ? C'est très simple. Les énergies intermittentes, soit les éoliennes, soit les photovoltaïques, ça a surenchéri la facture de l'Allemand au total de 24 milliards d'euros l'an dernier. C'est l'électricité la plus chère d'Europe, parce que c'est là où les énergies intermittentes, les éoliennes et le photovoltaïque, ont été le plus développées. Mais il y a des côtés qui sont presque un peu cocasses, parce que quelquefois le vent souffle. Et quand le vent souffle actuellement, c'est surtout dans le nord de l'Allemagne, parce que là on est près de la mer, c'est là où il y a beaucoup d'éoliennes. Mais le problème qu'ont les Allemands, c'est qu'à ce moment-là, les éoliennes produisent trop. Parce que la consommation d'électricité en Allemagne, elle est plutôt dans le sud. Et entre le nord de l'Allemagne et le sud de l'Allemagne, il n'y a pas assez de capacité de transport. Donc il faut construire des lignes à haute tension entre le nord de l'Allemagne et le sud de l'Allemagne. Le problème, c'est que les écologistes locaux ne veulent pas de pylônes et de lignes à haute tension. Donc aujourd'hui, quand il y a du vent qui souffle, ça arrive un tiers du temps, qui souffle assez fort du côté de la mer du Nord, les Allemands sont obligés d'arrêter les éoliennes parce qu'ils ne sauraient pas quoi faire du courant. Mais il y a bien pire, parce que pour le photovoltaïque, on ne peut pas arrêter la production de courant. Les éoliennes, c'est facile, on bloque les pales de l'hélice, on ne produit plus de courant. Mais pour les panneaux photovoltaïques, ce n'est pas possible. Alors, quand il y a beaucoup de soleil, ça arrive rarement, mais ça arrive quelquefois, même en Allemagne du Nord, il y a trop d'électricité produite. Et les Allemands ne savent plus quoi en faire. Alors, ils les offrent aux pays étrangers à un coût négatif. C'est-à-dire qu'ils supplient les pays qui sont autour de l'Allemagne d'accepter leur électricité et ils leur donnent de l'argent en plus pour accepter cette électricité. Pour que le réseau ne s'effondre pas. Pour que le réseau ne s'effondre pas, parce que sans ça, il y aurait une surcapacité, enfin une surtension, c'est pour parler de manière que tout le monde puisse comprendre. Quand il y a du soleil, donc ils sont obligés de vendre leur électricité à un prix négatif. On est dans le royaume du but. Et effectivement, vous avez raison de le dire, les émissions de gaz carbonique de l'Allemagne ont augmenté de 5% depuis que Angela Merkel a décidé de fermer les centrales nucléaires, parce qu'il a bien fallu à la place construire des centrales à charbon et à lignite qui sont des polluants épouvantables. Alors, il y a des articles en Allemagne, par exemple, il faudrait quand même que nos hommes politiques français les lisent, qui sont des titres simplement « Les éoliennes sont des tueuses du climat ». Alors qu'elles ont normalement, c'est le symbole de l'écologie. Et alors, il faut bien résumer ce que nous disons pour que ça soit clair pour les auditeurs. L'éolienne, c'est la triple peine. C'est-à-dire, d'une part, on installe des objets, on en discutera tout à l'heure, qui ne sont pas très esthétiques dans le paysage, admettons. Mais d'abord, ces objets fournissent de l'électricité de façon intermittente. Ça passe de 0 à la puissance nominale en fonction du vent. Un vent de moins de 15 km/h, c'est 0, et de plus de 100 km/h, il faut l'arrêter également, et ça devient même dangereux. Donc cette production est intermittente, et c'est lié au vent, ce n'est pas du tout lié à la consommation. Donc si on veut assurer
la continuité du courant électrique là où ça doit être desservi, il est nécessaire de construire en pratique l'équivalent de la production pour compenser l'absence totale de vent qui arrive dans certaines périodes. Alors vous me direz, aujourd'hui, l'EDF compense une partie de l'éolien lorsqu'il ne produit pas par les centrales nucléaires. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Et si on veut arriver à compenser ça dans une situation d'absence du nucléaire, comme s'oriente peu à peu l'Allemagne, c'est un peu ses choix politiques, eh bien, il est nécessaire de construire rigoureusement autant de capacités de production que l'éolien en mettant des centrales à gaz. Donc, chaque fois que vous avez 10 TW d'éolien installés, il faut construire 10 TW de centrales à gaz ou au charbon ou au lignite pour arriver à compenser ça. C'est un peu une règle simple et par-dessus le marché. Alors là encore, il faut bien voir que chaque mât d'éolienne a une production qui quand même est relativement limitée, malgré tout. Eh bien, il faut relier ces mâts entre eux à des transformateurs. Il faut fabriquer une quantité absolument incroyable de câbles à haute tension pour, d'une part, relier les éoliennes à un central et, d'autre part, relier le central à, disons, un transformateur pour les mettre sur le réseau. Alors, je ne parle pas du problème technique, parce que l'éolien, évidemment, ne donne pas une électricité d'aussi bonne qualité que pourrait le donner une turbine à vapeur, simplement parce qu'on ne contrôle pas la vitesse de rotation des pales. Donc, très souvent, il y a des problèmes de synchronisation du courant qui n'est pas rigoureusement. Il faut savoir que le courant alternatif doit être exactement avec une précision très forte de 50 Hertz en France, 60 Hertz dans le continent américain, mais 50 Hertz. Si c'est 51, ça ne marche pas. 49, ça ne marche pas non plus. Il faut également que la tension soit rigoureusement stable, c'est-à-dire que si vous passez de 220 volts à 260 volts ou à 180 volts, eh bien, ça va détériorer les appareils électriques. Et naturellement, pour cela, eh bien, les EDF qui, naturellement, ou les autres producteurs d'électricité en Allemagne ou en Italie, ont un système bien rodé avec des centrales qui produisent une très grosse quantité d'électricité. Donc c'est très facile, si vous avez peu de centrales qui produisent beaucoup d'électricité, de relier le courant qu'ils fabriquent par un système de transformateurs entre eux. Par contre, pour les éoliennes, c'est beaucoup plus compliqué à cause de la multiplicité des sources. Monsieur Buttret. Oui. C'est pas virtuel ce que l'on dit. C'est-à-dire qu'actuellement en France, il y a des zones où il y a déjà des problèmes de qualité du courant. Alors c'est diffus, mais je vous cite une zone autour de Fontainebleau où un certain nombre de personnes, et entre autres UFC Que Choisir, sont actuellement en bataille contre les fournisseurs d'électricité, pas pour la quantité de courant, mais pour la qualité du courant. Il semble qu'en effet, il y ait depuis qu'on mette des éoliennes, vous savez beaucoup dans cette zone, des phénomènes qui sont des phénomènes de perturbation de la qualité du courant. Alors vous allez me dire, pour un fer à repasser, c'est peut-être pas très grave. Non, mais on va vers une technologie de plus en plus pointue, notamment grâce à l'informatique, ou je dis grâce, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais néanmoins, il faut une qualité de courant parfaite. Et là, il y a sûrement des soucis à se faire à terme avec ce type de fabrication. Oui, parce que c'est très facile, sinon c'est un problème d'ingénieur. Que vous êtes ingénieurs tous les deux, je dirais que c'est facile pour un ingénieur d'harmoniser, par exemple, deux grosses turbines à vapeur qui vont produire chacune une très grosse quantité. Mais les ingénieurs n'existent plus beaucoup maintenant. On est dans un monde où tout ce qui est science disparaît face à des grandes théories de grands gourous qui font pleurer les gens, et la science n'a plus grand-chose à voir. Mais c'est vrai, lorsqu'on revient de la technique et lorsqu'on parle d'une éolienne, rien n'est plus agaçant de les comparer, vous savez, à des fermes, des bouquets énergétiques. Non, c'est une machine électrique avec dedans un alternateur. Alors, il y a peut-être plus beaucoup de gens qui savent ce que c'est qu'un alternateur, mais c'est une machine électrique, c'est pas une ferme que l'on met en plein champ, hein. Oui, c'est une usine électrique. Là encore, je reviens sur ce que disait au début de notre entretien Christian Gérondeau. Chaque mot a un sens. C'est-à-dire que pour arriver à faire passer,
l'idée d'installer des éoliennes partout, on parle de fermes éoliennes, c'est champêtre, bien entendu. Et on va parler disons, on va parler d'énergie durable. Ça encore, c'est faux. C'est-à-dire que c'est quelque chose. D'abord, les éoliennes ne sont pas plus durables que n'importe quel équipement industriel, mais en plus, par-dessus le marché, eh bien, elles sont complètement intermittentes. Donc, cet aspect intermittent oblige, de facto, chaque fois qu'on installe une éolienne, d'avoir à côté une centrale qui va pouvoir faire de l'électricité à partir de combustibles fossiles pour en remplacer. Donc, si on veut véritablement appliquer le dogma des écologistes, eh bien, chaque fois que l'on met du CO2 dans l'atmosphère, c'est mal. Alors, je ne vais pas discuter de cette question. Je me place de leur point de vue, mais je ne comprends pas que de leur point de vue, ils admettent que l'on puisse être obligé d'envoyer du CO2 dans l'atmosphère pour compenser, pour pallier le manque de production des éoliennes, et ils soient en même temps d'accord pour en installer davantage. Monsieur Gérondeau. Oui, là on est dans le paradoxe le plus complet. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui nous disent d'un côté, par exemple, il faut arrêter le nucléaire, et de l'autre côté, il faut développer des énergies qu'on appelle renouvelables, ce qui suppose qu'on construise des centrales à charbon. Donc, on est dans l'illogisme le plus complet. Plus il y aura d'éoliennes installées, plus il y aura de panneaux photovoltaïques, plus on fera des émissions de gaz carbonique, parce que la plupart du temps, ça ne marche pas. Et c'est vrai que les écologistes ont un art très particulier, qui est l'art de la sémantique. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs éoliennes, on va vous parler d'une ferme éolienne. Bon, qu'est-ce qui ressemble moins à une ferme qu'un ensemble d'éoliennes? Évidemment, 250 mètres de haut, c'est un non-sens. Mais c'est pour montrer que la ferme ayant une signification positive, on emploie un mot qui a une signification positive pour désigner quelque chose qui n'a aucun rapport avec une ferme. Eh bien, ce qui concerne les fermes éoliennes est vrai à un niveau beaucoup plus important et au niveau de la planète entière. Avoir réussi à baptiser énergie renouvelable, ce qui suppose qu'elles sont continues, ce qui suppose même qu'elles sont gratuites. Des énergies qui sont totalement intermittentes, c'est un tour de force. Et tant qu'on continuera à parler d'énergie renouvelable, au lieu de dire énergie intermittente, on n'arrivera pas à régler le problème, parce que c'est trop compliqué à expliquer. Bien sûr, ceux qui nous écoutent le comprennent, mais c'est quelque chose qui est trop compliqué. On a l'impression qu'une éolienne, ça tourne tout le temps. Et on peut dire effectivement, quand il y a un anticyclone, l'éolienne ne tourne pas, mais on l'occulte, ça. Parce que quand on se promène sur les routes, on voit toujours, plus ou moins, pas toujours, mais presque toujours, les aubes de l'éolienne en train de tourner. Donc, in fine, et ce n'est pas un problème français, c'est un problème qu'on voit partout. Je suis sûr que M. Obama, qui est un fervent partisan des énergies renouvelables, ne sait pas que ce sont des énergies intermittentes. Le gouvernement français, les dirigeants français ne le savent pas plus. Et là, puisqu'il y aura, si j'ai bien compris, dans quelques jours, un grand débat au Sénat, ce serait une occasion pour les sénateurs français de rétablir la vérité, de refuser le mot énergie renouvelable et d'employer le vrai mot, qui est le mot énergie intermittente. Toute la clé du débat est là. Tant qu'on emploiera un terme éminemment positif, qui est le terme de renouvelable, et éminemment trompeur, parce qu'il induit l'idée que c'est continu, alors que ça ne l'est pas, on n'arrivera pas à mettre fin à ce qui est un énorme gaspillage de ressources. Alors, je dirais même, c'est pire que ça. Moi, je recommanderais une chose qui est tout à fait simple. Étant donné que les champs d'éoliennes, quelle que soit leur taille, sont des producteurs d'électricité intermittents, quoi qu'on fasse. Eh bien, si on ne veut pas aboutir au terme anglais que vous avez cité, mais vous savez, ici, dans cette radio, on préfère utiliser la coupure totale de courant. En anglais, c'est blackout. Et je dirais que ce n'est pas une vue de l'esprit.
Ça arrive assez régulièrement aux États-Unis où vous avez justement des coupures géantes qui durent parfois 24 heures ou davantage. Ça arrive aux États-Unis, ça arrive en Californie, c'est arrivé encore récemment dans l'État de New York où vous avez sur toute la côte est une coupure qui a duré 48 heures. Alors c'est une catastrophe, bien entendu, parce que il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui sans électricité. Donc s'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas faire fonctionner l'industrie, une lampe électrique, un ascenseur, un réfrigérateur, etc. Donc si on ne veut pas arriver à des coupures totales d'électricité, il faut chaque fois qu'on construit une ferme, utilisons le mot d'éolienne, eh bien il faut construire une ferme de centrales à gaz, au charbon, ou en Allemagne, la lignite. Alors la lignite, vous avez parlé des centrales au lignite qui heureusement sont en Allemagne, c'est un charbon de très mauvaise qualité. C'est-à-dire non seulement il brûle en envoyant de l'oxyde de carbone, mais il est plein de soufre, il est plein de, si vous voulez, ça donne des fumées extraordinairement polluantes avec toutes les particules fines qu'on peut imaginer. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on construit une éolienne, il faut construire une centrale polluante ou du moins qui consomme des combustibles fossiles. Bon, alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Monsieur Buttré. Là, on est sur le thème de l'écologie. Je crois qu'il faudrait quand même décrire ce qu'est une éolienne pratiquement. Une éolienne, d'abord, il faut un socle parce qu'il faut qu'elle reste en place. Il vaut mieux pas qu'elle s'envole en entier, en tous les cas. Donc, c'est 1500 tonnes de béton armé. 600 mètres cubes, ça dépend des endroits où on le met. Mais vous voyez, déjà, on commence par creuser. Il faut mettre des chemins, du reste, pour créer cet endroit. Ensuite, on met un mât, et ce mât, aujourd'hui, atteint 100 mètres de haut. Donc, c'est déjà un beau mât qui peut être en béton ou en acier. Et au bout de ce mât, on plante une nacelle. Dans la nacelle, il y a ce fameux alternateur, ce générateur d'électricité. Et ça fait 70 tonnes. Et tout ça, c'est agrémenté de pales. Et les pales, aujourd'hui, atteignent facilement 45 à 50 mètres. On en est, si vous avez des machines 2 MW, 2 MW 5, qui sont de l'ordre de 150 mètres de haut en bout de pale. Mais c'est pas fini. Comme c'est pharaonique, tout ça. Comme on veut aller encore plus loin, il y a des éoliennes maintenant qui vont atteindre 200 mètres de haut. Donc, ce sont des vrais monstres. C'est des tours Eiffel, 2 tiers de tours Eiffel. Oui, ou 5 fois l'Arc de Triomphe. Donc, c'est quelque chose, les gens, il faut vraiment s'approcher de ces nouvelles grandes éoliennes pour s'en rendre compte. Et est-ce qu'on est face à de l'écologie ? Vous voyez, c'est pas une machine faisant partie d'une ferme, un bouquet énergétique. C'est une machine électrique. Donc, quand on voit ça, on peut citer aussi un fait, c'est que ce sont des appareils électriques à l'intérieur. Et ceux qui parlent d'écologie ne savent pas que dans ces machines, par exemple, il y a des aimants. C'est des gros aimants permanents, et pour faire ces aimants, ça n'a plus rien d'écologique. Un exemple, c'est les nouvelles éoliennes, ce sont des aimants qui sont faits à partir de ce qu'on appelle des terres rares. Et dans une éolienne, il faut savoir qu'il y a 600 kilos de terres rares. Attendez, moi j'ai des chiffres encore pires que ça. C'est-à-dire, vous avez des terres rares, du néodyme, du ferro, du diprosium, du praséodyme. Et pour fabriquer une éolienne de 3 mégawatts, voilà. Eh bien, la compagnie, alors je cite un titre en anglais, Frontier Rare Earth, qui est spécialisée dans le domaine des terres rares, cite des quantités de terres rares allant jusqu'à 2,7 tonnes. Peut-être, mais enfin, moi, je vous prends la moyenne actuelle, 600 mètres cubes, 600 kilos de néodyme. Ces terres rares, pratiquement aujourd'hui, sont sous le contrôle de la Chine. Et ceux qui regardent, qui aiment l'écologie, ont certainement vu beaucoup d'émissions sur la façon absolument hallucinante de fabrication de ces matériaux et totalement anti-écologique en Chine. Donc, quand on parle d'écologie, là, en France, on dit c'est une machine écologique, mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, du béton au néodyme. Et attention, la Chine est le premier producteur mondial de ces terres rares, puisqu'ils ont 97% du marché. Ils détiennent le monopole. Donc, ça veut dire qu'essentiellement, on se met
sous véritablement la dépendance de la Chine. Mais écoutez, l'éolienne, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens en France ne se rendent pas compte que toutes les éoliennes qu'ils voient, et aujourd'hui on va atteindre, je vous dis, 5500, 6000 à la fin de l'année, sont importées. Elles sont importées du Danemark et d'Allemagne. Et si vous aimez mieux, c'est déjà hallucinant qu'en France, aujourd'hui, alors qu'on cherche à créer de l'emploi, les gens s'imaginent que l'éolien crée de l'emploi. Non, on fait travailler des usines allemandes, des usines danoises et des usines chinoises quand on met des éoliennes. Donc, est-ce que c'est... Et quand je vois M. Valls, pour l'éolien en mer, à qui on offre une belle éolienne et qui dit « je vais créer de l'emploi », peut-être un petit peu. Mais globalement, 90% de l'éolien crée de l'emploi ailleurs. C'est-à-dire que la France, dans ce domaine, on dit qu'on est en retard, là on est vraiment en retard. Et on a, si vous aimez mieux, pas la technologie que certains ont acquis depuis 20 ans. L'Allemagne et le Danemark. Et pour rattraper quelque chose quand on n'a pas cette technologie, quand on n'a pas les brevets, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en plus, on se met en position, ça je vous parle en tant qu'entrepreneur, et on se met en position de suivre. Or, ça veut dire qu'on n'a pas fait de recherche, on n'a pas fait de développement, ou on part après les autres. Et ça, c'est terrible. Donc, on crée de l'emploi ailleurs. Vous prenez le point essentiel, c'est-à-dire le fait qu'une éolienne aujourd'hui, c'est une machine de haute technologie et toutes ses composantes sont brevetées. Et les Français n'ont pas la maîtrise de ces brevets. Alors, je veux bien, on essaie de rattraper. Quand on prend par exemple le cas d'Alstom et d'Areva, qui se lancent dans la fabrication de nouvelles machines ou d'une nouvelle machine en mètre, c'est un prototype. Mais ils se heurtent déjà à une industrie très structurée. Monsieur Girondeau. Oui, une industrie qui en plus va devoir exporter. Parce que ce soit le Danemark ou l'Allemagne, vu les fortunes que ça coûte aux consommateurs danois ou allemands, ils savent très bien que leur marché va disparaître. On ne va pas en construire éternellement plus. Ils savent déjà pas quoi en faire du courant qui est produit par les éoliennes. Donc, ces pays n'ont plus comme seule ressource que d'exporter. Le fait qu'on ne se soit pas mis sur ce marché, moi je ne le regrette pas, parce que c'est un marché artificiel. Le dicton qu'on connaît, c'est les éoliennes ne se mettent pas là où il y a du vent, elles se mettent là où il y a des subventions. Et les subventions, il va y en avoir de moins en moins. Donc ce marché est un marché qui va être en perte de vitesse. Et c'est le moment que nous choisissons pour nous lancer sur ce marché, avec la difficulté que vient de souligner Jean-Louis Buttré, c'est que d'autres sont plus développés que nous, et comme ils n'auront plus de marché national, ils vont faire le maximum, bien entendu, pour venir chez nous. Mais il faut bien voir que c'est un marché artificiel dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un endroit du monde où les éoliennes peuvent fonctionner sans être subventionnées d'une manière ou d'une autre. Et en plus, on peut être très inquiet parce que je ne voudrais pas être pessimiste, mais quand on voit que les champions de ces futures machines, c'est Areva, qui aujourd'hui, si j'ai bien compris, a déjà une perte de 2 milliards d'euros, et qu'Alstom, apparemment, c'est General Electric, je me demande quelle politique on va suivre dans les prochaines années pour défendre notre industrie. Donc je crois qu'on a des créneaux, si vous voulez, dans certains domaines. Et je crois que là, c'est un très très mauvais créneau. On risque d'être complètement massacré par les sociétés déjà puissantes quand on va vouloir exporter. Et à moins encore de subventionner en France, je ne vois pas où on va les mettre. Alors, c'est cette situation. Avant, je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent le libre journal des sciences et des techniques, animé par Paul Delevels, et nous recevons, dans cette première partie d'émission, M. Jean-Louis Buttré, président de la Fédération de l'environnement durable, et M. Christian Girondeau, spécialiste de technologie et expert dans des multiples domaines. Et M. Girondeau n'a pas besoin d'être présenté. Alors je pense qu'il faut rappeler que ces deux spécialistes de ces questions qui nous intéressent, l'émission d'aujourd'hui, c'est le scandale éolien. Eh bien, c'est l'ouvrage de M. Jean-Louis Buttré, L'imposture, pourquoi l'éolien est un danger pour la France. C'est un ouvrage qui a reçu le prix Renaissance en 2014 et c'est édité aux éditions du Toucan. Et M. Christian Girondeau a écrit un livre qui
qui va comme un gant à cette émission, Écologie, la fin des illusions, aux éditions du Toucan. Bon, alors, si vous voulez, en gros, nous avons montré déjà que les éoliennes, c'était quelque chose qui était catastrophique du point de vue écologique, parce que c'est une énergie intermittente, et l'éolien, un champ éolien, n'a de sens que s'il est associé à des centrales thermiques qui sont là pour prendre le relais lorsqu'il n'y a pas de vent. Bon. Et d'autre part, c'est extrêmement difficile à gérer. Il y a une quantité de petites centrales électriques sur chacune des éoliennes qui doivent être reliées par un énorme réseau électrique très complexe. Une éolienne, ça peut monter à un mât jusqu'à 150 mètres. Et vous avez dit combien le mât 100 mètres et les pales 50 mètres, ça fait 150 mètres. Et ça va monter maintenant à 200 mètres. Le socle. Le socle, c'est 1200, 1500 tonnes de béton armé. Voilà, alors, pour un petit peu donner une idée de ce que ça représente, eh bien, j'engage nos auditeurs à faire un peu de tourisme en allant, par exemple, sur les côtes picardes, sur les côtes normandes, et ils verront là-bas encore des blocos qui sont des résidus de la Deuxième Guerre mondiale. Ces blocos ont été construits souvent dans un très mauvais béton par les Allemands pour construire ce qui s'appelle le mur de l'Atlantique. Et bien entendu, si certains de ces blocos sont laissés en place à titre, je dirais, pédagogique pour montrer ce qu'était le mur de l'Atlantique, la plupart d'entre eux, eh bien, beaucoup de gens aimeraient s'en débarrasser. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas réussi à s'en débarrasser parce que pour se débarrasser d'un blocos qui est quelques milliers de tonnes en béton, c'est extrêmement compliqué, ça coûte extrêmement cher. Alors, c'est très facile de fabriquer du béton. Lorsqu'on fabrique du béton dans un socle de fondation, ça restera. Ça reste pour toujours. Non, alors si on fait ça encore sur un sol rocheux, dans un univers de montagne, à la limite, on peut concevoir qu'on remplace du granit par du béton, mais si on fait ça en plein milieu de la Beauce, dans des terres agricoles extrêmement précieuses, eh bien ça veut dire qu'on on installe des espèces de monstres qui vont rester ad vitam aeternam. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Mais que vous avez parlé du mur de l'Atlantique, je m'étais amusé il y a quelque temps, je n'ai plus en tête, à faire un calcul. C'est-à-dire que la quantité de béton que l'on va mettre dans le sol pour mettre les éoliennes va être plus important à terme que tout le mur de l'Atlantique. La ligne Maginot. Enfin, plus que Non, c'est de la folie furieuse. C'est vraiment une économie, comme disait Christian, complètement dévoyée qui permet ça. C'est parce qu'on subventionne, et on va expliquer comment on subventionne, que ces machines sont là. Monsieur Gérondeau. Je voudrais replacer notre débat dans un cadre plus large, dans un cadre mondial. Au mois de novembre dernier, 2 rapports très intéressants sont sortis. Le premier émane d'un organisme qu'on appelle en français le GIEC. Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons entendu parler de cet organisme qui fait des rapports sur le changement climatique. Que dit cet organisme? Cet organisme dit, en 2050, 80% de l'énergie de la planète pourra être fournie par les énergies renouvelables, c'est-à-dire essentiellement les éoliennes et le photovoltaïque. 80%. Attendez, on a vu que le terme était impropre. Actuellement, c'est 2%. Mais 80%, c'est le chiffre officiel et sur lequel, d'ailleurs, va se baser le président Hollande, puisque à la fin de l'année 2015, il y aura un grand congrès à Paris pour mettre en application cette recommandation, 80%. Que dit un autre organisme, l'Agence internationale de l'énergie? Cet organisme dit aujourd'hui la part des hydrocarbures, le pétrole, le charbon et le gaz naturel, est de 82%. Et en 2040, nos prévisions, les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, tenez-vous bien, c'est 80% dû aux hydrocarbures. Donc, on a une contradiction absolument totale entre 2 organismes officiels. L'un disant, au milieu du siècle actuel, on va pouvoir fournir 80% de l'énergie de la planète avec des énergies qu'on appelle renouvelables, et l'autre disant, mais écoutez, soyez sérieux, en 2040, à peu près à la même époque, on aura toujours 80% de l'énergie de la planète
fournis par les hydrocarbures. Alors, je vais dire tout de suite, quel est celui qui a raison? C'est évidemment l'Agence internationale de l'énergie, parce que on sait quelle va être la production de pétrole, de charbon et de gaz naturel. On ne va pas s'arrêter. Parce que ce que nous demande cet organisme international, il le dit d'ailleurs, il dit il faut arrêter les émissions de CO2. Les émissions de CO2, c'est fait par quoi? Par le pétrole, le gaz et le charbon. Et ce serait beaucoup plus franc de dire il faut arrêter de consommer du pétrole, du gaz et du charbon. Et si on disait ça, tout le monde se rendait compte que c'est évidemment impossible. On ne va pas arrêter les camions, les voitures, les avions, les centrales électriques. Donc, on est à la clé, à l'origine d'un mensonge organisé sous l'égide des Nations Unies, au niveau mondial, en faisant croire qu'on va pouvoir fournir l'essentiel, 80% de l'énergie dont l'humanité a besoin, avec soit des éoliennes, soit des panneaux photovoltaïques qui marchent un tiers du temps. C'est tellement absurde qu'on a du mal à le répéter, mais il suffit d'y aller sur Internet et vous allez voir que le GIEC dit sans hésiter qu'on va pouvoir fournir 80% d'énergie dont l'humanité a besoin avec des éoliennes et avec des panneaux photovoltaïques qui marchent un quart du temps. On en est là aujourd'hui. Et tous les chefs d'État qui ne sont pas des spécialistes, on ne peut pas leur en vouloir, ils ne sont pas des spécialistes d'énergie, répètent la même chose. Les énergies qu'on appelle renouvelables vont remplacer le pétrole, le charbon et le gaz naturel, ce qui est un non-sens total. Alors, juste un petit mot. Bien sûr, vous avez parlé d'hydrocarbures, mais le charbon n'est pas un hydrocarbure. Mais disons, tout ce qui compte, contient c'est pas un hydrocarbure, c'est pas hydraulique. Enfin, disons... Le charbon, oui, disons tous les combustibles, tous les combustibles contenant une part majoritaire de carbone. Alors c'est soit de carbone et d'hydrogène. Voilà, le carbone, le mélange de carbone et d'hydrogène, tous les combustibles fossiles. Et bien ces combustibles fossiles, on en aura toujours besoin. Et éventuellement même si on remplace ces combustibles fossiles par exemple du pétrole fabriqué à l'aide du maïs, du colza, tout ce qu'on voudra, c'est-à-dire de pétrole de synthèse, néanmoins on en aura toujours besoin. Et ce qui est dramatique avec les éoliennes, c'est que de toute façon, j'insiste sur ce point, c'est une énergie totalement intermittente. Lorsqu'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Ça arrive assez souvent qu'il n'y ait pas de vent et on est obligé, bien entendu, pour mettre en marche ces éoliennes, d'avoir à côté un ensemble de centrales qui, elles, sont extrêmement polluantes du point de vue du carbone et qui sont censées pouvoir, au pied levé, compenser l'absence de vent et l'absence de production d'électricité. Alors, bien entendu, j'englobe dans cette description disons ce qu'on appelle le solaire photovoltaïque qui, à mon avis, représente une part très minoritaire pour l'instant. Ce n'est pas quelque chose d'aussi polluant visuellement que les éoliennes, mais les éoliennes, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, vous avez dit qu'il y avait un très gros problème industriel pour la construction des éoliennes, parce que chaque éolienne porte en gros 1 tonne de terres rares présentes dans l'aimant. J'allais jusqu'à des chiffres de 2700 kilos, mais disons, ce sont des composés qui sont essentiellement, qu'on ne trouve qu'en Chine pratiquement, et les fabricants d'éoliennes ne sont pas français, et donc ils sont obligés à ce moment-là de racheter ou de se mettre sous licence de fabricants ayant une expérience plus antérieure, comme les Allemands, les Danois, etc. Monsieur Jean-Louis Buttré. Exact. D'abord, juste une petite précision sur un chiffre. Les gens pensent que ces éoliennes produisent beaucoup d'électricité. Vous avez cité 2010, moi je vais citer 2013. En 2013, et pourtant on en parle depuis 2000 des éoliennes, ça a commencé en 2000. Donc en 13 ans, les éoliennes sur la France ont fait 2,9% de la production d'électricité nationale. Donc vous voyez, on est vraiment quelque chose de totalement marginal. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser les vraies questions fondamentales sur les vrais problèmes, on s'amuse. On amuse les gens avec quelque chose qui est marginal. À un détail près, c'est marginal, sauf que ça coûte les yeux de la tête. Alors, parlons-en. Alors, d'où vient l'argent? Je crois que c'est quand même la clé du système. On a parlé des coûts, on a dit ça coûte cher, on a dit c'est intermittent, etc. Mais il faut bien que des gens financent. À partir du moment où quelque chose n'est pas compétitif,
Et on l'a vu, hein, on le place. Alors, l'électricité produite n'est pas compétitive. Justement, pratiquement, l'électricité produite par une éolienne... et doit être achetée. Si vous avez... elle coûte 4 ou 5 fois plus cher, par exemple, que l'électricité produite par une centrale nucléaire. On a un système qui fait que, comme c'est coûteux, plus coûteux que ce qu'on sait faire autrement, il faut donc le subventionner. Et la méthode qui a été trouvée est la suivante, c'est-à-dire que c'est EDF qui doit racheter cette électricité à un prix forfaitaire. Et ce prix forfaitaire, il a été fixé très haut, qui est actuellement de 90 centimes d'euros le kilowattheure pour l'éolien terrestre, et qui va être, et là il faut se cramponner, à plus de 200 ou voire 220 centimes d'euros le kilowattheure pour l'éolien maritime. C'est ce chiffre que j'ai mentionné. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est 5 fois c'était plus. En gros 2 fois à 3 fois plus cher que le prix de marché normal de l'électricité, puisqu'on oblige EDF à revendre de l'électricité à son concurrent à un prix de 45 centimes d'euros. Donc, oui, c'est donc 2 à 3 fois pour l'éolien terrestre et 5 ou 6 fois pour l'éolien maritime, offshore. C'est-à-dire qu'il faut bien, à un moment donné, qu'EDF, lui, refacture. Et quel est le pigeon, bien sûr, ça c'est classique, quand on refacture, c'est le consommateur. Et j'invite donc tous ceux qui m'écoutent à regarder leur facture d'électricité. Ils vont voir sur la dernière ligne, une petite ligne, c'est mal expliqué, hein, je peux vous dire, qui s'appelle la CSPE, c'est-à-dire Contribution au service public de l'électricité. Ça a l'air banal, mais cette CSPE en 2013 a dépassé 13% de la facture. Et ces 13% d'augmentation de cette facture viennent principalement des éoliennes et du photovoltaïque. Et plus on va mettre d'éoliennes, puisque je dis il y en a 5000, si on en met 25 000, ça va faire doubler la facture d'électricité des Français. C'est-à-dire quelqu'un qui paye, par exemple, 1000 euros de facture d'électricité par an, il y a déjà 130 euros qui proviennent de ce système. Mais si on continue ce programme, ça va passer à 2000 euros. Du reste, on atteindra les valeurs que payent les Allemands. Or, il y a un problème. Quand on regarde la consommation en France et les gens qui peuvent payer, on s'aperçoit de la chose suivante. D'abord, il y en a qui ne peuvent plus payer. On estime peut-être à 4 millions de ménages. Donc ça fait 8 millions de personnes qui sont plus capables de payer leur facture d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir les aider. Mais de l'autre côté, vous avez aussi des entités qui consomment de l'électricité et qui font marcher la France. Et ça, je m'adresse à tous les chefs d'entreprise dans les autres domaines que les énergies, disons, intermittentes. Et ces gens consomment de l'électricité, ces entreprises. Et c'est ce qui fait leur productivité. Si on leur augmente le prix de l'électricité, ça veut dire qu'on pénalise l'industrie française. Mais revenons sur ces chiffres, M. Buttré. Eh bien, il est important que les auditeurs se rendent bien compte d'une chose. Pour simplifier, mettons le kilowattheure, c'est 50 centimes d'euros. C'est la production, c'est le prix, si vous voulez. C'est le prix du marché. C'est-à-dire qu'on a demandé, il y a une loi qui s'appelle la loi NOM, on a demandé à EDF, pour ouvrir la concurrence, de vendre son électricité à ses concurrents. C'est de l'ordre de 45 centimes d'euros le kilowattheure. Donc, c'est le prix de marché. Ça varie, mais c'est le prix de marché. Mettons 50 centimes pour simplifier. Et alors, on rachète l'électricité terrestre, 90. C'est 1 euro. Oui. Et l'électricité maritime, ça en sera 2. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est double ou 5 fois. C'est exactement. Alors, ce qui est absolument hallucinant, c'est que on est en train de construire des grands champs d'éoliennes maritimes installés un peu partout dans des sites splendides comme le Tréport en particulier, en Bretagne, etc. On va installer ces éoliennes. Saint-Nazaire, La Baule, 150 mètres de haut. Sans oublier les plages du débarquement, parce qu'il faut quand même le faire. À 10 km des plages du débarquement, il faut oser. Hein. Oui, et donc ça donnera le moins qu'on puisse dire, c'est une certaine pollution visuelle, parce qu'en même temps, ces éoliennes devront avoir à leur sommet
des lumières qui s'éteignent ou qui s'allument pour signaler leur présence aux avions, etc. Alors, on va installer ça. Et en plus, ça revient 5 fois plus cher que toutes les autres sources. Et en même temps, si le vent ne souffle pas, ça ne sert à rien. Et il va falloir construire à côté des centrales thermiques qui n'existent pas pour arriver à pallier Oui, on est... Ce que vous venez de dire est parfaitement exact. On se pince quand on entend ça parce qu'on est au royaume du but. Pour vous donner un exemple de ce qui se passe en Allemagne, qui va encore plus loin. L'Allemagne, qui a initié ce système fou de mettre partout les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, a le même système que vous venez de décrire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une production, soit par les éoliennes, soit par les panneaux photovoltaïques d'électricité, cette électricité a priorité sur les électricités qui sont fabriquées, par exemple, par des centrales nucléaires ou des centrales à charbon. Donc, on a obligation pour le consommateur allemand de racheter cette électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque extrêmement chère, alors qu'il y en a une qui est disponible qui serait beaucoup moins chère. Mais ça va encore beaucoup plus loin, parce que les sociétés allemandes qui exploitent les centrales à charbon ou à gaz qui sont nécessaires n'ont plus suffisamment de clients, puisque au moment où le vent souffle, elles ne peuvent plus vendre leur production, puisque c'est l'électricité produite par les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques à priorité. Donc elles sont plus rentables. Donc le gouvernement allemand est obligé en ce moment de mettre en place un système de subvention pour les usines qui fonctionnent au charbon ou au gaz. Donc non seulement on achète l'électricité 2 ou 3 fois plus chère, ou 5 fois plus cher que ce que ça devrait être, mais en plus, il faut subventionner les usines au gaz ou au charbon qui n'ont plus assez de débouchés, puisqu'elles perdent, grosso modo, un tiers de leur clientèle. Donc, on est vraiment dans un système absolument ubuesque, parce qu'on n'a pas voulu prendre au départ en compte le fait que ces énergies qu'on appelle renouvelables sont des énergies intermittentes et qu'on ne peut donc pas compter dessus. Alors, il faut quand même dire qu'en France, aujourd'hui, environ, à vue de nez, 80% de l'électricité est d'origine nucléaire. C'est à peu près 70-80%. C'est un ordre de grandeur. Oui. En 2010, le chiffre que j'avais, c'est 428 sur 570. Bon. Eh bien, il est clair que si on a, par exemple, 0,6 sur 570 qui vient des panneaux solaires, ça peut paraître pas grand-chose. Mais si on veut vraiment multiplier par 5 les champs d'éoliennes, eh bien, à ce moment-là, on sera dans une situation extrêmement compliquée parce que cette intermittence, eh bien, devient dramatique, en particulier pour les panneaux solaires, pour une raison très simple. Imaginons un ciel où vous avez des nuages qui passent en alternance. Lorsqu'un nuage passe devant le soleil, la production diminue drastiquement. Et ensuite, elle réaugmente lorsque le nuage s'en va du soleil. Chacun sait que lorsque vous mettez sur une chaise longue en plein soleil, eh bien, vous allez d'un seul coup avoir très chaud, et puis ensuite il va faire froid, ça va passer de l'un à l'autre. Eh bien, c'est impossible d'arriver à gérer ça à la seconde. C'est-à-dire que même pour faire démarrer une centrale thermique qui permette de boucher les trous, on ne peut pas faire ça avec d'un seul coup, faire démarrer une centrale thermique chaque fois qu'un nuage passe devant le soleil, ou chaque fois qu'il y a une chute de vent dans un système de temps intermittent, ça arrive. Et on est dans une situation où on se met dans quelque chose d'absolument ingérable. Je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir, et la seule conséquence, ça sera d'une part pour les consommateurs qu'ils devront payer leur électricité peut-être 2 fois, peut-être 3 fois plus cher qu'aujourd'hui, ce qui sera dramatique d'abord pour les ménages aux revenus modestes, enfin je peux dire pour tous les ménages en fait, c'est-à-dire tout le monde. Si vous prenez votre facture d'électricité et vous la multipliez par 2, par 3 ou par 4, vous arrivez tout de suite à des choses. Mais c'est plus possible. Bon. Vous savez, moi je parcours la France actuellement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus se chauffer. On n'a peut-être pas... on ne se rend pas compte, si vous avez mieux, de ce qui se passe. Et en plus, il y a un mécontentement total. C'est-à-dire que, quel que soit du reste leur origine, leur niveau social, leur sensibilité politique, les gens ne peuvent plus payer.
Alors aujourd'hui, il y a bien sûr les impôts, c'est-à-dire il y a un rejet en général de tout ce qui est augmentation de l'impôt, mais le fait maintenant de voir arriver sur les factures d'électricité des augmentations, il y a un rejet aussi. Donc on va vers un système de blocage qui peut finalement mal se passer. Et alors on se dit, il y a quand même des gens qui devraient raisonner, c'est-à-dire au sommet de l'État, et on a l'impression qu'il y a une espèce d'aveuglement, et comme tu l'as dit, c'est une espèce de, j'aime pas le terme religion, de secte qui fait qu'on n'arrive même pas à faire une analyse du système et l'arrêter. C'est quelque chose d'hallucinant. Christian, je reviens, j'en ai parlé à Jean-Louis, au fait que ceci est lié à la terminologie. C'est une question de sémantique. Tant qu'on parlera d'énergie renouvelable, on n'arrivera pas à faire passer le message. Et il faudrait obtenir, par exemple, du Sénat français, qu'on emploie un terme véridique, et le seul terme véridique, c'est intermittent, renouvelable, induisant l'idée que c'est quelque chose de continu. Bien sûr, mais on peut se poser la question aussi, pourquoi ce système fonctionne ? D'accord, ça vient d'en haut, des grandes décisions, de la sémantique et tout. Mais comment on a pu arriver à faire que c'était un système presque incontrôlable sur le terrain ? C'est très simple, c'est que ceux qui font de l'éolien, c'est-à-dire les promoteurs, j'appellerais, eux gagnent beaucoup d'argent avec ce système. Ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'on leur achète l'électricité à un prix garanti sur 15 ans. Donc eux, ils ont une rentabilité qui est de l'ordre de 15 voire 20%. C'est pas moi qui le dis, c'est la commission de régulation de l'énergie, c'est la plus haute instance de l'État qui essaie d'alerter le gouvernement depuis quelques années. Donc si vous voyez, il y a vraiment un problème. Mais pour arriver à leur fin, on a mis un système en place qui est un système, j'allais dire, honteux. C'est un système qui est propice à la corruption, qui est propice aux prises illégales d'intérêt, parce qu'on a jeté en pâture le territoire de la France à des promoteurs. Et pour arriver à leur fin, il faut qu'ils contrôlent des champs, c'est-à-dire qu'ils vont louer à des gens des morceaux de parcelles, et à ce moment-là, ils les payent par une rente sur 20 ans. C'est secret, tout ça. Ensuite, il faut convaincre des municipalités. Très souvent, du reste, les gens qui ont les parcelles sont des élus de la municipalité. Tout ça en faisant briller qu'ils vont recevoir de l'argent, une taxe, c'est ce qu'on voit. Donc vous avez des prospecteurs qui achètent la France par morceaux. Comme on a actuellement pas loin de 1000 parcs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous estimons qu'il y en a peut-être un tiers où il y a eu des décisions qui ont été prises grâce à des prises illégales d'intérêt ou des phénomènes de corruption. Ça, c'est la corruption. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce système développe sur la France des choses qu'on ne pensait pas voir. Je vous le dis parce que c'est pas comme ça, je le dis. C'est qu'on a des preuves. Il y a actuellement des procès en cours, de très nombreux procès en cours. Il y a des élus qui ont été condamnés, des maires qui ont été condamnés. Et si on regarde le nombre de dépôts de plaintes qui s'accélèrent, c'est des centaines potentielles. Donc ça c'est grave. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est-à-dire que l'argent, là je vous ai parlé de la corruption locale ou des prises d'intérêt locales, mais d'où vient l'argent de l'éolien ? Qui amène des fonds pour investir ? Et cette toile d'araignée de société, parce qu'une société qui fait de l'éolien, qui vend son électricité, c'est une société toute petite boîte qui n'a pas de capital, qui marche sur de l'emprunt et qui amène des capitaux de fonds. Ça peut être une banque, mais ça peut être aussi des fonds financiers. Et quand on regarde cette toile d'araignée, on s'aperçoit que ça n'a jamais été étudié, on n'a jamais regardé ce qui s'y passait. Et nous, à chaque fois qu'on creuse une filière, c'est des boîtes qui se passent de l'argent les unes des autres avec des fonds financiers qui peuvent parvenir de véritables paradis fiscaux ou du moins de pays dont les finances sont opaques. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des alertes internationales. Vous avez des alertes internationales lancées par des grands organismes comme Interpol, sur l'argent de la mafia. En Italie, ils ont arrêté une vingtaine de personnes il y a quelques années. Mais si vous voyez, à partir du moment où il y a une telle rentabilité et il y a une telle opacité, qu'il serait bon que la France commence à
faire une étude complète, et nous y employons pour obtenir ça. Il y a déjà des grands organismes comme le CIRASCO qui est chargé de ça. Tracfin peut être sur l'affaire. Vous avez aussi les services centrales de protection qui ont de la corruption envoyé une lettre au Premier ministre. Le président de la République a signalé lui aussi dans ses discours peut-être bien qu'il fallait faire quelque chose parce que c'était pas très lumineux ce qui se passait, mais il serait temps que la France analyse le système éolien au point de vue financier. Trop d'argent, pillant les consommateurs pour faire des fortunes à des fonds financiers ou des particuliers. Ça, c'est pas normal. Oui, alors je dirais, chers auditeurs, imaginez que certains d'entre vous soient raisonnablement riches. Alors, quand est-ce qu'on est riche ? Bon, je ne parle pas de la définition socialiste de la richesse. Quelqu'un qui gagne plus de 3 000 euros par mois est riche vis-à-vis des sociétés. Non, je vais aller à une conception plus raisonnable. Imaginons que vous ayez 10 millions d'euros et par exemple, vous avez gagné à l'euro-million pour fixer les idées. Et vous voulez investir cet argent. C'est le footballeur. Eh bien, à ce moment-là, oui, certainement. À ce moment-là, eh bien, vous vous rendez compte que l'éolien fait un retour sur investissement de 15% par an. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, c'est pas le livret de caisse d'épargne, ce ne sont même pas les emprunts d'État grecs. Les emprunts d'État grecs, c'est 8 ou 9%. L'éolien, c'est 15%. Monsieur Christian Girondeau. Un petit bémol, c'est tout à fait exact. C'est absolument exorbitant. Et est-ce que c'est parfaitement d'une sécurité garantie ? Alors, non. On a l'impression que oui, mais regardons ce qui s'est passé en Espagne. L'Espagne a fait des panneaux photovoltaïques et des éoliennes partout. Et puis le gouvernement espagnol est tombé, l'Espagne est pratiquement tombée en faillite. Eh bien, ils ont changé la loi rétroactivement et ils ont décidé qu'ils ne rachèteraient plus l'électricité au prix qui figurait dans les contrats. Et je peux vous dire que ça a ruiné des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'Espagnols parce que c'était anormal les rendements qui étaient garantis. Et là, la valeur des éoliennes, des actions des sociétés, est tombée presque à zéro. Alors, donc c'est une sécurité qui peut être illusoire. C'est exact. Mais le cas espagnol est intéressant parce que les personnes qui ont, en termes vulgaires, payé les pots cassés de décision du gouvernement, ce ne sont pas les promoteurs des éoliennes qui ont retiré leurs fonds et qui ont vendu leurs appareils et qui sont partis. Ce sont les personnes à qui on a promis, par exemple, pour un champ, une location ad vitam aeternam de quelques milliers d'euros pour l'occupation disons, de la parcelle par l'éolienne. Et c'est là où, véritablement, vous avez un scandale, une bombe qui risque d'exploser. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, on a promis aux propriétaires, on a promis aux mairies, on a promis des rentes à vie. Or, ces rentes, d'abord, il faut savoir quand même que une éolienne, ce n'est pas une machine qui a une durée de vie infinie. On parle de 15 ans, de 20 ans. 15 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout de 15 ans et au bout de 20 ans ? Vous avez une machine qui a on a dû payer 2 millions d'euros pour l'installer. Qu'est-ce qu'on en fait ? On est obligé de la refaire complètement. On est obligé de dépolluer le site. Non, mais ce qui se passera, parce que c'est à peu près certain, c'est que l'électricité produite par les éoliennes ne sera plus rachetée à ce prix-là, parce que c'est pas possible. Alors, si le contrat est de 15 ans, au bout de 15 ans, on vous dira, écoutez, votre électricité, on n'en veut plus, et l'investissement ne vaudra plus rien. Tout est basé sur ce prix de rachat de l'électricité. Or, il faut savoir qu'il a été annulé déjà une première fois parce qu'il y a eu un recours en Conseil d'État et que la Fédération Environnement Durable, et du reste la Fédération Vente Colère, qui est nos cousins, et un certain nombre d'autres associations ont à nouveau déposé un recours en Conseil d'État pour faire annuler ce tarif. Et j'ai été voir les dirigeants à Bruxelles qui sont tout à fait d'accord. Ce système de tarifs français est anormal. La Cour européenne de justice n'a pas pénalisé la France, mais quand on regarde quand même tout le processus, le Conseil d'État considère qu'en effet c'est une subvention déguisée, donc ça ne va pas durer plus longtemps que les impôts. Donc actuellement, les gens qui gagnent de l'argent, ils partiront avec. Par contre, quand je vois se développer par exemple l'éolien citoyen, c'est-à-dire l'éolien citoyen, c'est
On monte un parc. Là encore, des mots. On monte un parc et on fait participer les citoyens du village. Alors ça paraît très, très démocratique. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? Le jour où il y aura plus de tarifs de rachat, ils risquent d'avoir mis leur argent et puis plus le retrouver. Donc j'invite à beaucoup de prudence, d'autant plus qu'il y a tellement de sociétés qui écument. Vous savez, moi ce qui me frappe, c'est que les gens sont d'une crédulité absolument hallucinante. Ils voient arriver un promoteur avec un bon nom, ils se posent même pas la question qui c'est. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des condamnations ? Est-ce que cette société a vraiment un capital ? Qui est derrière ? Il y a des prête-noms. Mais c'est inimaginable, les gens sont d'une crédulité. C'est un beau parc éolien et quand on creuse, on trouve plein de choses derrière. Donc j'alerte tout le monde, attention, si vous investissez dans l'éolien, ça risque un jour et très rapidement de venir à zéro et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec tous les ennuis et on vous aura pris votre argent. Oui, mais alors, c'est là où on trouve absolument stupéfiant qu'il se trouve des personnes au niveau supérieur de l'État qui soient disons, qui veulent inciter les Français à installer 25 000 éoliennes lorsqu'il y en a 5 000 aujourd'hui. Tout ça, c'est politique, si vous aimez mieux. Quelqu'un qui ose, comme nous, dire un peu de mal de l'écologie. En réalité, on ne dit pas de mal de l'écologie. Moi, je suis écologiste, profondément, viscéralement. J'aime la nature. Simplement, on a mis à l'écologie des choses qui ne devraient pas y être. Là, on parle d'usines électriques. Et je me dis, mais comment des gens qui dirigent les écologistes, à qui j'en veux, Europe Écologie Les Verts, les dirigeants sont des gens qui mentent à leurs adhérents. Ce ne sont pas des écologistes. Présenter une éolienne comme écologiste, c'est de la folie. Ce sont des affairistes, ce sont des politiciens, ce ne sont pas des écologistes. Mais ils font croire à tous ces braves gens et ces braves écologistes, et Dieu sait si je les protège certains, que c'est la solution. Alors pour des questions politiques, pour des questions... je ne sais pas si vous aimez mieux, mais ce n'est pas normal, et ça, il faut le dénoncer. Ce n'est pas de l'écologie. Christian Gérondeau. Oui, c'est effectivement pas de l'écologie, mais ce qui est stupéfiant, c'est que ce n'est pas un phénomène hexagonal, ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Et alors vous faisiez allusion à mon dernier ouvrage, mon dernier livre sur le sujet, j'ai été amené à regarder ce qui s'est passé. Et en réalité, on s'aperçoit qu'il y a un très petit nombre de personnes, 3 personnes, on connaît leurs noms, il y a un Canadien, un Américain et un Suédois, qui ont pris le pouvoir aux Nations Unies, qui ont créé cet organisme qu'on appelle en français le GIEC, et dans lequel, si vous allez sur Internet, vous le verrez, ce sont les associations écologistes, c'est-à-dire Greenpeace, les Amis de la Terre, enfin, toutes ces associations écologistes, qui ont pris le pouvoir. C'est institutionnalisé. Les Nations Unies sont dans les mains de ces associations. Les experts qui font les fameux rapports, qui sont publiés tous les 5 ans, sont sélectionnés par Greenpeace, par WWF. Il suffit d'aller sur Internet, c'est écrit. C'est écrit. Donc, il y a eu tout un mécanisme qui a été monté au niveau mondial par des gens qui avaient, pour des raisons diverses, une vision négative de l'humanité et qui ont dit l'humanité est en train de disparaître, notamment parce qu'on émet beaucoup de gaz carbonique. Alors, c'est ça qui est le plus curieux, c'est que en réalité, les solutions techniques que nous venons de voir vont à l'encontre de la diminution des émissions de gaz carbonique. Mais il ne faudrait pas croire que ce soit un phénomène qui est né comme ça. C'est un phénomène organisé remarquablement professionnellement. Ce sont des professionnels de la désinformation sous l'égide des Nations Unies qui ont pris le pouvoir. Tout le monde peut le vérifier. Et encore une fois, il suffit d'aller sur Internet et vous verrez que le choix des experts qui vous racontent ce qu'ils veulent est fait par les grandes organisations écologistes qui, bien entendu, sont également financées. Donc, comment est-ce qu'on pourrait expliquer autrement que le fait que le président Obama, le président Hollande, Madame Angela Merkel, Monsieur Cameron, ils disent tous la même chose, qui est complètement absurde, parce qu'aucun n'ose dire les Nations Unies se trompent. D'autant plus que, souvenons-nous, cet organisme a reçu un prix Nobel. Donc, quelqu'un qui a reçu un prix Nobel, qui vous dit des choses qui sont complètement fausses, comment aller le démentir et comment aller le contrer ? Personne n'ose le faire. Ce n'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial.